Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Come Don Quichotte Incontra, site d'information indépendant en Italie depuis 2003. Nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir l'avocat Carlo Alberto Brusa. Maître Brusa, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 27 ans. Vous avez traité plus de 11 000 dossiers au cours de votre carrière. Vous êtes un avocat expérimenté. Il y a environ un an, en avril 2020, et quelques semaines après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, vous avez créé l'association Réaction 19 afin, je vous cite, de mettre en œuvre tous les moyens juridiques et judiciaires dans toutes les actions individuelles et collectives ayant un lien avec les mesures prises par les autorités françaises, de l'Union européenne et du monde pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Alors, votre association connaît un succès important, voire très important en France, et compte aujourd'hui plus de 60 000 adhérents. Ou est-ce que c'est plus, Maître Brouza? C'est plus, 65 000. 65 000 aujourd'hui. Alors, on va parler aujourd'hui de la crise sanitaire, mais sous un angle strictement juridique, en essayant de comprendre dans quel cadre nous nous trouvons. Concrètement, sur votre site, sur le site de votre association, vous proposez des modèles de contestation des différentes infractions liées à l'état d'urgence sanitaire, que ce soit le déplacement sans attestation, le port du masque sur la voie publique, la circulation pendant le couvre-feu et la participation à un rassemblement interdit, entre autres. Alors ma première question, elle concerne les contestations de ces infractions qui sont déposées individuellement par les personnes qui ont été verbalisées et qui téléchargent donc les modèles de contestation sur votre site. Ma question, elle porte sur l'accueil qui est réservé à ces contestations. Maintenant que vous avez un peu de recul et que vous avez un retour sur l'aspect juridique concret, est-ce que vos adhérents rencontrent des difficultés? Est-ce que ces contestations sont systématiquement accueillies? Comment ça se passe concrètement? Il est très difficile de vous donner une réponse très précise. Par contre, ce que je peux vous dire, que par rapport au nombre de clics et de téléchargements, le nombre d'affaires qui sont portées devant le tribunal de police ou qui font l'objet d'un rejet sont vraiment minimes. Aujourd'hui, nous pouvons compter peut-être 30 ou 20 ou 30 actions que nous accompagnons sur des centaines et des centaines de contestations. On est même arrivé à un point très rigolo que l'officier du ministère public déclare irrecevable une contestation parce que était utilisé le formulaire d'Internet. Donc, on est arrivé des réponses qui ne sont même plus juridiques. On est dans l'extravagance totale. Mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est de bonne guerre. Nous avons épluché et nous épluchons les modèles de contravention. Nous soutenons nos arguments sur la base d'une analyse que j'ai commencé tout de suite après l'entrée en vigueur du décret du 23 mars, du 24 mars plus exactement, 2020, qui comportait tout de suite ces infractions et ces contraventions 135 € multipliées ensuite, qui peuvent devenir même un délit. Et à partir de là, j'ai considéré que déjà cette criminalisation, cette pénalisation, c'était quelque chose qui m'avait profondément choqué, parce que voir comment traiter une situation sanitaire et la placer tout de suite sous le sceau de la terreur, c'est quelque chose qui m'a profondément choqué, parce que pour moi, quand on parle de santé, on parle aussi d'une approche médicale, et je pense plutôt aux médecins, alors que là, où l'État était devenu cet état dictature immédiatement dans lequel les personnes sont tout de suite traitées comme des objets, enfermées, et les conséquences, une approche pénale sans tenir compte de ce qui peut être la responsabilité individuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous payons le prix d'une approche qui était tout de suite extrêmement, je dirais, méprisable vis-à-vis des peuples, vis-à-vis des gens, un traitement qui a fait que les personnes ont été considérées comme des objets, qui a fait qu'aujourd'hui, et même, je dirais, pendant des mois, les gens ont du mal à respecter, ont du mal à comprendre ce que peut être une bataille pandémique qui correspond avant tout à une prise de responsabilité de chacun. Et c'est pour cette raison que l'usage, par exemple, de la contravention à chaque niveau, pour chaque chose, est devenu quelque chose de très difficile à accepter. On voit quand même aujourd'hui beaucoup plus de tolérance de la part des policiers. Même lors de mes déplacements, je constate qu'il y a une forme de tolérance même
qui est très très forte. C'est-à-dire qu'au point quasiment de négliger totalement le fait que les gens ne portent pas de masque en plein air, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, même les policiers, ils ne sont pas idiots, ils sont informés que on a d'abord dit il fallait pas sortir, il fallait rester chez soi, et maintenant il est surtout pas nécessaire de rester chez soi et surtout pas de faire de dîner de plusieurs personnes, mais par contre sortez, aérez-vous, respirez, parce que c'est la bonne méthode déjà pour combattre la Covid. Alors quand on voit tout ça, on pourrait même tout simplement contester les PV pour violation du confinement en disant comment se fait-il qu'aujourd'hui on me dit de sortir et là on me sanctionnait parce que je sortais, c'est qu'il y a intrinsèquement même sous le fond une discussion sur les opportunités prises en termes de politique sanitaire. Donc c'est cette cacophonie-là, les formulaires, c'est un exemple, mais au fond, ça va beaucoup plus loin, les contestations. Les contestations sont sur l'absurdité de la démarche entreprise. Alors on dit, c'est parce que les politiques n'avaient pas d'expérience par rapport aux épidémies, parce que non, quand on est politique, d'abord, on réfléchit, on se concerte, parce que quand on a pris les décisions inopinées du mois de mars, il y avait déjà l'expérience italienne, il y avait l'expérience chinoise, ils auraient pu quand même commencer à débattre intelligemment au lieu d'utiliser le mépris à la française dans lequel on disait en Italie c'est des pauvres cons, ils n'ont pas de système hospitalier, en France ça n'arrivera pas et la vie est belle et puis du jour au lendemain on s'est retrouvé du jour au lendemain, je rappelle, parce que les restaurateurs, ils ont jeté la marchandise parce que du jour au lendemain, le virus avait franchi les Alpes comme Hannibal ou Napoléon et le virus est arrivé effectivement en France et là, c'était la cata, il fallait tout de suite enfermer les gens. Donc, les contestations, c'est avant tout une manifestation claire de ce qui est absence d'acceptation de la part de l'association et de la part de ses membres et la mienne, de ce qui est cette approche pénale dans lequel nous sommes sanctionnés comme des pauvres merdes, dans un système dans lequel eux, peut-être les politiques, et encore l'exemple, nous l'avons là, de la cacophonie que nous avons avec les dîners, avec des images qui passent maintenant parce que dit non, non, c'est faux, c'est un poisson d'avril, et après eux, ils font ce qu'ils ont envie de faire, les journalistes font des dîners en ville, alors que nous, on a des restaurateurs sanctionnés, on a des fermetures administratives, parce qu'effectivement, il y a eu certains qui ont eu le courage ou la force de désobéir à cette dictature dans laquelle nous sommes. Donc voilà, pour revenir aux cotisations, les cotisations, nous les avons mises en ligne, elles sont utilisées, elles apportent de résultats, j'ai des retours de classement, mais aussi je rappellerai à tout le monde que la plupart du temps, les officiers du ministère public ne répondent pas. Et il faut attendre, bien sûr, l'expiration du délai d'une année, qui est le délai de prescription, pour avoir la certitude du classement. Mais quand un officier ne répond pas, en principe, c'est que effectivement, au bout de 2-3 mois, la cotisation a été acceptée, mais pour ne pas créer de jurisprudence, parce que où nous avons les papiers dans lesquels il y a écrit le classement, l'importance de pouvoir les utiliser devant le tribunal de police, c'est-à-dire, regardez, l'officier ministériel a classé sur la base du recours qu'aujourd'hui est porté devant vous face à l'officier du ministère public que là a décidé de poursuivre. Voilà. Bien. Effectivement, c'est une façon d'inverser également le rapport de force, de faire comprendre aux gens qui veulent contester ces contraventions qu'ils sont dans leur bon droit de les contester et de sortir un peu de cette spirale de peur de l'amende des contraventions et de la réponse pénale de l'État. La première désobéissance face à une loi injuste, c'est de se battre. Et quand je dis à mes adhérents, contester, même si, bien sûr, mais au lieu de faire seulement du blabla sur Facebook, contester, se battre, ne pas lâcher devant le tribunal, exprimer tout ce que nous avons contre le confinement, contre les masques, contre tout ce qu'on tente de nous imposer, c'est un acte de désobéissance, mais surtout, c'est un acte dans lequel, effectivement, quand on veut se battre contre une loi juste, on ne se plie pas devant la loi juste. Et on va jusqu'au bout et on ne lâche pas. Absolument. Sur l'aspect plus collectif de votre combat, vous avez déposé 3 plaintes pénales distinctes, l'une relative au port du masque et notamment quant à l'obligation du port du masque pour les enfants, une seconde relative au vaccin et une troisième relative à la promotion et à l'utilisation du médicament Remdesivir pour lutter contre la maladie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Alors ces plaintes sont extrêmement bien documentées, accompagnées de dizaines de pièces à leur soutien. J'invite éventuellement les téléspectateurs qui sont intéressés à
à les lire car c'est une source importante et ça permet de bien fixer le débat et de comprendre dans quel cadre juridique on se trouve. La plainte simple concernant l'obligation du port du masque a été déposée en novembre 2020. Aucune suite n'y a été donnée. Vous avez donc déposé le 17 mars dernier une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Je rappelle que n'importe qui peut se constituer partie civile dans cette affaire. Maître Brouza nous expliquera comment ça fonctionne. Cette plainte, elle vise notamment les infractions de violence volontaire sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, de mise en péril de mineurs, de non-assistance à personne en danger, de tromperie aggravée. Est-ce que, Maître Brouza, vous pourriez nous détailler les enjeux de la constitution de partie civile et les conséquences de ce type de plainte que vous avez déposé sur le plan de la procédure pénale? Qu'est-ce que vous espérez de ce dépôt? Alors, il y a trois volets. Ce qu'on appelle un volet chronologique, un volet politique et un volet juridique et judiciaire. Le volet chronologique, c'est la stigmatisation de quelque chose dont tout le monde crie: ah, c'est insupportable, les enfants, le masque, l'hypoxie, les médecins, certains qui effectivement contestent la mesure en tant que mesure de politique sanitaire, et vous avez aujourd'hui encore pléthore de discussions autour du masque. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, je dirais même, nous avons été les seuls à identifier des infractions qui, pour moi, étaient susceptibles et sont susceptibles d'être reprochées à certaines personnes. Or, sur le plan chronologique, il ne fallait pas attendre la fin et que nos enfants et que nos salariés soient en hypoxie aggravée pour attaquer, parce que la question de l'hypoxie existait déjà au moment où j'ai déposé la plainte. Le réflexe d'utiliser l'oxymètre après et de corroborer la plainte, comme nous l'avons fait là, en termes de plainte de partie civile, a apporté de l'eau au moulin. La chronologie a permis, effectivement, le temps a permis d'appuyer ce qui était pour nous une approche documentaire, qui était celle de la littérature, qui était présente sur le marché au mois de novembre 2020. Les temps ont porté les choses. Aujourd'hui, il y a même des médecins qui conseillaient effectivement le port du masque, voire à l'extérieur, qu'aujourd'hui ont rétracté, ont modifié leur approche. Des médecins qui allaient sur le plateau en préconisant effectivement ce port du masque d'une manière totale, absolue, quasiment, il fallait s'y coucher. Au point qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont tellement obnubilés partout qu'ils sont seuls dans leur voiture avec un masque. Donc là, c'est à mourir de rire parce que seul dans une voiture avec un masque, ça ne sert à vraiment rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un médecin qui puisse dire que c'est utile et vous envoyez. Vous envoyez, alors c'est le ridicule, comme on dit, ne tue pas. Dans le cadre de la plainte que nous avons déposée, il y a un deuxième volet, le volet politique. En déposant la plainte, c'est une manière aussi de stigmatiser les choix politiques qui ont été faits, celle d'imposer le masque, et notamment aux enfants de 6 à 11 ans, alors que au départ, et c'était dit par tout le monde, il n'y avait aucune étude scientifique qui affirmait qu'il fallait que les enfants puissent porter le masque, parce que le masque, ça les protégeait. Et dans la démonstration, c'est que le masque est un outil qui est utilisé pour révéler l'existence de l'épidémie, mais que si le masque était vraiment efficace et protecteur contre le virus, eh bien aujourd'hui, nous n'aurons pas, il n'était pas nécessaire de fermer les écoles. Alors qu'effectivement, on a fait des cacas nerveux pas possibles. En réalité, on n'a pas eu le courage de confiner et on a utilisé l'escamotage de quelques cas de Covid pour dire: ouh là là, on est dans la merde, fermons tout. Mais alors, si effectivement le masque et les mesures barrières sont utiles, pour quelle raison elles n'aboutissent pas à nous protéger contre le virus? Tout ceci, c'est une addition de mensonges, d'utilisation détournée de tout ce qui peut être fait sur la question des tests, etc. On le voyait venir. Moi, je le savais parfaitement, je l'ai dit dans mes vidéos. Ils sont en train de monter la fermeture des écoles et en plus, l'opération oxymètre, ça les a merdés. Donc, à la fin, ils ont dit: bien, on va fermer comme ça même pour X119 et leur oxymètre, ils seront empêchés de pouvoir mesurer. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Nous, on va mettre en place maintenant nos citations directes en complément de la plainte des parties civiles contre les recteurs des académies de France. La plainte, les citations directes sont en cours et nous allons délivrer pour mise en danger délibérée de la santé des enfants contre les recteurs, que ce soit les recteurs pour les enfants des écoles primaires, des collèges et des lycées. Donc aujourd'hui, troisième volet sur le volet juridique, la décision n'arrivera pas sur la plainte après-demain. Il n'en est même pas moins que quand une plainte existe,
Les gens doivent réfléchir. Et quand une plainte, elle est là, moi, je ne lâcherai pas, je l'amènerai jusqu'au bout. Et celles et ceux qui ont effectivement porté atteinte à la vie de nos enfants et à la nôtre et aussi des salariés, parce que les conséquences de l'hypoxie, on va les mesurer dans le temps, parce que l'hypoxie, c'est pas le fait qu'un enfant soit en hypoxie d'une journée que ce soit dramatique. C'est la répétition dans le temps de l'hypoxie, avec les conséquences sur la santé de l'enfant, avec les conséquences sur son métabolisme basal, avec les conséquences sur son développement psychophysique, psychophysique, mais surtout l'aspect aussi relationnel, avec toutes les conséquences qui en découlent de la difficulté de communiquer, de véhiculer des messages, d'entretenir une relation humaine qui est fondée sur le regard, le visage, le toucher, le corps et le mimétisme. Donc voilà. Aujourd'hui, on le sait, ce que je viens de dire là, je l'avais déjà dit. Maintenant, beaucoup disent des choses que nous avons écrites ou dites. La plainte a été même reprise dans d'autres pays d'Europe et je m'en réjouis, y compris au-delà de l'Atlantique. Et ce qui veut dire tout simplement que peut-être celles et ceux qui nous critiquent, eh bien, je n'ai pas reçu à ce jour un courrier, un mail me disant les syllogismes qui sont dans la plainte sont absurdes, ce que vous avez écrit ne tient pas la route, parce que je le répète encore, j'ai construit les plaintes avec mes collaborateurs, j'ai construit les plaintes avec celles et ceux qui sont intervenus, en évitant d'utiliser des médecins et de la littérature écrite par des personnes que les mainstream et beaucoup ont considéré des complotistes, pour qu'effectivement soit que de la littérature officielle, celle que le fond était présente, mais en la combinant, ça nous a permis effectivement de pouvoir dire de manière très claire, on nous prend pour des cons. Et je terminerai sur un exemple très simple pour tous les gens qui vous suivent. Regardez les boîtes. Moi, quand je vais dans un supermarché, quand je vais au magasin, si j'achète des sardines, il y a écrit sardines, je veux des sardines. Si j'achète des anchois, il doit y avoir des anchois dans la boîte. Si j'achète des masques pour me protéger contre le virus, et il y a écrit sur les boîtes, les masques ne vous protègent pas contre le virus, excusez-moi, c'est comme si j'achète des sardines alors qu'il y a des anchois. Donc là, ça s'appelle de la tromperie. Et quand on me vend des produits qui, théoriquement, ont pour finalité de me protéger contre quelque chose, et s'écrit même exactement le contraire, moi, je suis juriste, et en tant que juriste, je peux me dire, ah ben non, mais excusez-moi, c'est une utilisation de tourner de quelque chose. Non, c'est de la tromperie. Il y a écrit, ces masques ne vous protègent pas contre le virus. C'est écrit noir sur blanc dans les boîtes, sur les boîtes que nous avons achetées, que nous avons photographiées, que nous avons produites. Bon, voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Effectivement, c'est intéressant. Je voulais simplement finir sur cet aspect de l'opération Oxymède que vous avez mis en place, qui est finalement une idée très simple. C'est-à-dire que je résume, vous me corrigez si je me trompe, maître, mais l'idée est très simple. Simplement, on mesure le taux d'oxygénation du sang grâce à un appareil tout à fait banal qu'on peut acheter en pharmacie. Et on mesure le taux d'oxygénation du sang avant, par exemple, au matin, le matin quand les enfants ne sont pas encore à l'école, et on le mesure quelques heures après quand les enfants ont passé 3 heures, 5 heures, 7 heures avec un masque sur le visage. Et là, on voit que le taux d'oxygénation baisse d'une manière drastique, énorme. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que ça démontre que finalement les drames, le drame, il se joue tous les jours, avec ces enfants qui sont masqués et qui ne peuvent pas, qui finalement ne peuvent pas respirer. Et le masque est carrément un outil est un danger sanitaire pour ces enfants. Et je voulais faire le lien avec une ordonnance du tribunal administratif régional italien de la région de Rome, du Latium, qui a annulé en décembre dernier l'obligation du port du masque pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, et qui reprend exactement le même raisonnement que vous avez pris, maître, en constatant le risque d'une baisse du niveau d'oxygénation liée à l'utilisation prolongée du masque. Le tribunal souligne les conséquences de cette obligation sur la santé psychophysique des enfants pendant une phase de croissance particulièrement délicate. Alors, j'aimerais bien que vous me le communiquiez, cette décision. Je serais très heureux que vous me la communiquiez. Parce que j'ai des décisions du Conseil d'État, mais ceci, ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'est une décision de première instance. Donc Il n'y a aucun problème, mais ça m'intéresse parce que de toute façon, aujourd'hui, au niveau judiciaire, on est tellement dans une situation de merde
avec l'absence d'une juridiction qui puisse répondre vraiment dans la réalisation de droit. L'exercice de droit ne se fait pas parce qu'on n'a plus de juridiction, parce que de toute façon, tout ce qui est administratif doit être porté devant le juge administratif, et on sait très bien que les juges administratifs sont des serviteurs de l'exécutif. Donc à partir de là, je utilise tout ce que je peux trouver sur le marché judiciaire, sur le marché international, pour corroborer parfois ce que je fais en France, et parfois les autres utilisent ce que je fais en France pour corroborer dans leur pays leurs propres actions. Absolument, absolument. Et justement, on va en discuter de ça, de cette internationalisation en quelque sorte de ce combat que vous portez. Avant d'en arriver là, je voulais simplement aborder Vous permettez que je termine un instant pour bien. S'il y a des gens qui suivent et des gens vont suivre votre émission, l'oxymètre, c'est ça, c'est cette petite machine-là. Cette machine-là, elle est vraiment très simple. C'est une machine qu'on achète en pharmacie. Donc, c'est un petit appareil réglementaire qui est approuvé par le ministère de la Santé en France, mais vous le trouvez en Italie et partout, sauf à la Guadeloupe où ils ont fait le nécessaire pour que les gens de la Guadeloupe ne puissent pas l'acheter. Donc, ils ont interdit, interdit la vente de l'oxymètre pour éviter qu'à la Guadeloupe, on puisse faire le test des enfants. Vous imaginez à quel point nous sommes dans cette dictature. Eh bien, effectivement, et vous avez expliqué de manière parfaite, mesurer n'est pas un acte médical, c'est tout simplement un constat. Moi, je mets le doigt dedans, là, j'ai mis en route, voilà, en quelques secondes, je vais connaître quel est mon taux d'oxygénation et mes battements cardiaques. Alors, je vous dis, mon cœur est à 86 pulsations et je suis à 96 de taux d'oxygénation, donc je suis pas en hypoxie. Voilà, je vais pas dire non, je suis pas. Par contre, ce qui est très important, c'est mesurer le taux d'oxygénation, ça c'est par infrarouge et pas par l'élément sanguin, au bout de l'utilisation. Vous verrez qu'au bout de 2 heures, 3 heures, vous avez une légère baisse, mais après vous avez ce qu'on appelle une courbe descendante. Pourquoi? Parce que la fatigue, plus on fatigue, moins on respire bien, et on diminue l'oxygénation. Donc, quand on mesure les enfants à midi, c'est une chose, et quand on mesure les enfants ou même les salariés à la fin de la journée, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour cette raison que je demandais aux gens et aux parents de mesurer le taux d'oxygénation à la sortie de l'école le soir. Parce que c'est là qu'effectivement nous avons été. Et je peux vous dire une chose, le constat d'huissier est indiscutable. L'huissier était présent et nous avons eu, et l'huissier a noté ceux qui n'étaient pas en hypoxie et ceux qui étaient en hypoxie. Donc ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas dire la machine ne fonctionne pas quand le taux d'oxygénation est en dessous de 95 ou de 90 et la machine fonctionne parfaitement quand le taux d'oxygénation est en dessous, au-dessus de 95. Donc voilà. On précise que vous avez mis l'accent sur le taux d'oxygénation pour les enfants parce que effectivement les conséquences peuvent être très graves et elles sont simplement accentuées pour les enfants, mais la problématique reste la même pour les adultes et pour les salariés, comme vous dites, qui doivent garder leur masque pendant 8 ou 9 heures d'affilée. Vendredi, nous commençons l'opération Oxyjob, c'est-à-dire que c'est une opération spécifique pour tous les salariés, voire les employeurs, avec un corne spécifique sur le site de Réaction 19, avec des formulaires spécifiques, des attestations spécifiques pour tous les salariés, pour pouvoir effectivement constater les problématiques posées par l'oxygénation après une journée de travail pour tous les salariés. Alors pour finir sur les plaintes que vous avez déposées, je voulais évoquer rapidement un aspect de la plainte sur les vaccins. Vous soulevez notamment la caractérisation d'une infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. C'est l'article 223-1 du Code pénal pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer si dans la chaîne de responsabilité entre les fabricants de médicaments, les laboratoires pharmaceutiques, l'État, les représentants de l'État, les médecins, est-ce que cette infraction elle peut se constituer pour chacune de ces personnes physiques ou morales et comment est-ce que vous considérez qu'elle est constituée? Alors, concernant l'imputabilité d'une infraction de cette nature, toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de préconisation de l'utilisation de ces produits peuvent se voir imputer responsabilité pénale. En droit pénal,
il n'y a pas à l'état actuel de fait justificatif pour exonérer telle ou telle personne de sa responsabilité pénale. Sur le plan civil, ils peuvent monter des clauses d'exonération ou de prise en charge indemnitaire qui sont celles qui ont été envisagées dans le cadre du contrat signé par l'Union européenne, voire les positions prises par l'État français pour dédouaner les médecins sur le plan des conséquences des effets secondaires de ces produits, mais pas en matière pénale. La question de la mise en danger délibérée existe quand vous êtes en situation de ne pas pouvoir expliquer le contenant et le contenu. D'abord, ils ont commencé à mettre sur le marché quelque chose qu'on appelle vaccin. Pour définir un vaccin, il y a une définition légale. Pourquoi? Parce que nous l'avons dans notre droit, par la définition donnée par la loi elle-même, dans le cadre même des travaux préparatoires, par rapport aux vaccins qui sont déjà imposés par la loi. C'est la loi de 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui impose 10 vaccins obligatoires aux enfants moins de 3 ans pour pouvoir être scolarisés et accéder à la vie sociale. Ces définitions n'est pas celle que l'on peut retenir au moment où j'ai déposé la plainte et au moment où nous parlons. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, mémoire même du ministre de la Santé devant le Conseil d'État, dans le cadre d'une saisine d'un octogénaire qui voulait effectivement pouvoir sortir du fait qu'il était vacciné, on lui dit, pour le moment, tous ceux que vous avez pris, ça vous protège un peu, mais on ne peut pas dire que ça vous immunise, on ne peut pas exclure que vous ne soyez pas transmetteur, et ce n'est pas exclu qu'effectivement, on ne puissiez pas encore être touché par la maladie. Ça veut dire tout simplement qu'on est vraiment aux antipodes de la notion de vaccin. Donc, à partir du moment que le contenant, c'est-à-dire la notion de vaccin en tant que tel, vous ne pouvez pas l'appliquer parce que vous n'avez pas les conditions. Le contenu, vous n'avez pas, au moment où vous préconisez ce type de produit, la connaissance du contenu et des effets du contenu, parce que vous avez aujourd'hui des textes dans lesquels on aura des retours en 2021, en 2022, 2023 pour les effets et déterminer exactement toutes les conséquences sur le produit Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en phase cobaye. Ça veut dire tout simplement que, conscient de tous ces éléments, vous avez continué et vous poursuivez des opérations de manière volontaire, conscient quand même de l'existence des dangers, parce que je rappellerai par exemple que AstraZeneca, il y a aujourd'hui des discussions encore à l'Agence européenne du médicament pour déterminer les conséquences des effets thrombose de ce vaccin pour des personnes qui ont moins de 60 ans et qu'il faudrait qu'il soit peut-être utilisé que pour des personnes plus âgées. Et là, on a dit, circuler, rien à voir, on va continuer à vacciner, on dit, oh là là, les Français se méfient d'AstraZeneca. Mais ils ont raison. Ils ont raison, parce qu'effectivement, il y a des cas de thrombose, il y a des faits secondaires, il y a des gens qui sont décédés. Il y a des gens qui sont décédés avec Pfizer-BioNTech. Or, on peut dire, ah oui, mais vaut mieux quelques décès. Pardon, mais excusez-moi, mais même un seul décès à la suite de l'utilisation d'un tel médicament est quelque chose de grave. C'est un homicide. Involontaire peut-être, mais ça reste un homicide. Ah, ben il y a eu un mort en voiture, il y a plein de voitures. Ben oui, s'il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un en voiture, même s'il y a des millions de voitures, ben celui qui utilisait la voiture et il a tué quelqu'un et tue quelqu'un, commet un homicide. Peut-être involontaire, mais ça reste un homicide. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on est tombé sur la tête, et j'avais énoncé dans ma plainte après démission, là, on aurait dit aussi que on est en phase cobaye. On est en phase cobaye, on n'est pas du tout en phase d'avoir passé tous les caps. Ça veut dire que oui, il y a urgence face à l'épidémie. L'urgence face à l'épidémie, c'est celui d'aller utiliser des organismes génétiquement modifiés. Ah oui, la reine messager ne va pas toucher le jeune homme, dormez tranquille. Pardon, on n'a jamais utilisé la reine messager. Jamais. Comme vaccin. On l'a utilisé pour des maladies orphelines dans des cas désespérés. Mais on n'a jamais pu dire, et personne aujourd'hui ne peut dire, même Axel Kahn dit, oui, sur le plan théorique, il n'y a pas de problème, mais sur le plan pratique, je ne peux pas exclure. Monsieur Axel Kahn, qui est quand même un serviteur du pouvoir jusqu'à la moelle, c'est celui qui a dit qu'effectivement, quand il y a une épidémie, c'est très difficile de gérer un pays quand on n'est pas en dictature.
C'est-à-dire, voilà la conception que l'on a de notre société face à l'épidémie, même pour des médecins et des généticiens qui s'érigent en commandeurs de la moralité et de l'éthique. Donc, c'est pour cette raison que la mise en danger délibérée, et je termine, c'est qu'aujourd'hui, les gens savent, ils sont parfaitement conscients. Alors, comme tu dis, on fait tout le possible pour, tout le possible pour, non, parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'utiliser les Français, les peuples, l'Europe, et regardez le paradoxe. Aujourd'hui, le droit italien, par un décret du 1er avril, impose le vaccin au personnel sanitaire. Là, on est tombé sur la tête. Moi, si j'étais en Italie, je ferais une révolution. J'irais dans la rue avec peut-être des fourches. Parce que ce n'est quand même pas possible que les politiques aient un tel mépris, une telle atteinte à la santé des gens par leur imposer au personnel sanitaire ce vaccin obligatoire. Ce qui est pour moi une bataille de livrer. Je tente de savoir si ce décret a été attaqué. On ne me répond pas, on dirait quasiment qu'on a peur. Eh bien, moi, je suis là, prêt à intervenir même en Italie pour aller me battre, parce que de toute façon, l'Europe existe. Elle n'existe pas simplement quand ils vont signer les contrats pour les vaccins. Pour moi, elle existe aussi quand moi, je constate qu'il y a quelque chose qui se passe dans un pays comme l'Italie qui peut être très dangereux pour la France, qui peut être très dangereux pour les peuples d'Europe. Justement, on a vu tout à l'heure que cette décision du tribunal administratif régional du Latium qui a annulé l'obligation du port du masque pour les enfants. On a une décision analogue de la Cour constitutionnelle autrichienne. Tout à fait. D'autres décisions en Italie qui ont été rendues et qui contestent la légitimité des décrets pris par le gouvernement, notamment pour violation de l'article 13 de la Constitution, Tout à fait. Italienne. La Cour de cassation italienne a également dépénalisé récemment les infractions relatives aux mesures sanitaires. Nous avons enfin une décision qui a déclaré que le défaut d'attestation, ce qu'on appelle en Italie l'autocertificazione, le défaut d'attestation de déplacement dérogatoire en France ne peut donner lieu à une verbalisation. Ça, c'est encore une décision italienne. Donc, on voit bien, comme vous l'avez souligné, que les mêmes problématiques se posent à l'ensemble des citoyens des pays européens ou occidentaux. Et on voit, malgré les difficultés, que certaines contestations portent leurs fruits. Je voulais simplement reprendre une liste qui a été effectuée qui a été préparée par l'Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris, qui a repris l'ensemble des libertés fondamentales qui ont été violées au cours de la dernière année, qui ont été abolies, quasiment abolies. On a une liste de 10 libertés fondamentales. C'est quand même intéressant de les reprendre, ne serait-ce que de reprendre la liste pour comprendre où on en est. Donc, selon cet institut de formation qui est un institut très sérieux, qui a proposé un rapport de plus de 400 pages sur la situation juridique actuelle, on a les libertés fondamentales qui ont été abolies. Le droit à un procès équitable, le droit à la vie privée et familiale, le droit à la manifestation des libertés de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'opinion, le droit à la liberté de réunion ou d'association, le droit à la liberté de circulation, le droit à la santé, le droit au travail, la liberté d'entreprendre, le droit à l'éducation, le droit de prendre part librement à la vie culturelle. Cette liste n'est pas forcément exhaustive, on pourrait en rajouter d'autres. Ce que je voulais vous demander, Maître Brouza, qui est le garant de ces libertés? Quelles actions, selon vous, pourraient être menées à un niveau supranational et justement pour conjuguer ces efforts nationaux et les efforts des avocats locaux dans chaque pays pour contester ces mesures? Alors, au préalable, je tiens à vous dire que je suis extrêmement attristé de ce qui est la réalité des avocats, et notamment en France. Je suis seul, il n'y en a pas beaucoup, je connais Divizio, j'en connais pas beaucoup qui ont eu le courage d'aller mettre le pied à l'étrier. Beaucoup m'ont critiqué, beaucoup ont fait le nécessaire pour casser du sucre au début, en disant Brouza fait ça, voilà pourquoi un avocat qui était dans le foot, de le sport, des riches va faire ça, il fait ça pour. Donc j'en ai eu de toutes les couleurs en termes de critiques. Maintenant les choses se sont un peu apaisées parce que ça fait un an que je continue à me battre
comme président de Réaction 19, je ne parle même pas en tant qu'avocat, je parle comme président de Réaction 19, même si je suis aussi avocat. Et je suis extrêmement choqué parce que j'ai vu certains avocats qui ont tenté de mettre des actions avant tout pour se faire un peu de fric. Moi, je suis le président d'une association, je reçois des cotisations, je verse des honoraires effectivement des avocats, pas simplement de CAB associés, mais dans d'autres cabinets, et nous utilisons cet argent pour faire face à des frais et aider les gens qui ont effectivement pas l'argent pour avoir un avocat pour affronter des procédures. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que faire des listes des libertés violées, c'est bien beau, mais si nous n'avons pas de juge pour pouvoir exercer ses droits et demander la reconnaissance de ses droits, on peut les écrire, on peut faire toutes les listes de Schindler que l'on veut. Aujourd'hui, nous sommes dans une dictature. Et s'il n'y a pas un changement radical de système, vous pouvez aller chercher n'importe où, vous ne trouverez rien. Vous parlez de juridiction supranationale. Juridiction supranationale, le Conseil de l'Europe, avec sa Cour européenne des droits de l'homme, avec cette juridiction de juges maqués, 11 des juges sont des organisations non gouvernementales financées par Soros. Vous n'avez pas eu une décision qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme depuis que nous sommes en urgence sanitaire en Europe, parce qu'il y a quand même l'article 15 qui permet de suspendre, et même quand la France ou l'Italie n'ont pas notifié l'article 15 au secrétaire d'État, ils s'en foutent réellement, ils vont pas statuer, parce que de toute façon, c'est une cour maquée qui reçoit même l'argent de la gouvernance mondiale. Alors moi, aujourd'hui, je dis simplement une chose, retrouvons nos démocraties, reconstruisons nos démocraties à l'intérieur de nos États, sortons de cette Europe de gougnafier et de larbins, parce que c'est comme ça, des larbins de la gouvernance mondiale capitalistique, et retrouvons nos démocraties, l'Italie, la France, que chacun s'occupe de sa propre gouvernance en évitant d'avoir effectivement les grands bigs du monde qui puissent gérer à l'intérieur de nos États la gouvernance politique à travers les rabbins qui imposent une dictature. Je suis très dur parce que c'est la réalité que je constate. Parce que quand on est face à ce que vous dites, même les 10 libertés que sont annoncées, mais quand vous avez ces libertés-là bafouées, annihilées, détruites, vous pouvez encore parler d'état de droit? Mais nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous ne sommes plus en état de droit depuis le traité de Lisbonne, depuis la trahison des politiques français quand le référendum avait rejeté le traité de Lisbonne, quand on a imposé une Europe qu'on présentait démocratique, en réalité, comme on a créé une gouvernance technocratique qui se porte très bien et qui a démontré qu'au fond, il n'est pas nécessaire d'avoir de démocratie. Pour gérer les peuples, il faut une belle petite dictature technocrate, capitalistique et financière, et puis vous faites croire qu'il y a quelques droits, et puis la vie est belle. La Covid-19, sur cet aspect, je la remercie. Et je la remercie d'une manière forte. Vous savez pourquoi je la remercie? Parce qu'en réalité, jusqu'à quand il y avait la destruction larvée des libertés, les gens, plus ou moins, on part en vacances, la vie est belle, on mange à notre faim, on grossit même tellement on mange. Effectivement, le supermarché déborde et avec des indemnités de l'État, avec quelques aides, avec le salaire universel, on arrive à couvrir les 10 ou 12 millions, 15 millions de pauvres que nous avons en Italie, en France, en Espagne, avec des aides. Mais la Covid-19, qui actuellement, effectivement, ne génère pas de révolution, parce qu'on continue avec la planche à billets à entretenir les gens. Alors un peu de Netflix, un peu de YouPorn et un peu de fric, et on est content à la maison. Mais la réalité, c'est que si dans les mois à venir, les choses continuent ainsi, la vérité sortira. Et les peuples comprendront qu'effectivement, ce qu'ils ont vécu jusqu'à là n'était plus une démocratie, mais qui était une petite dictature cachée avec un faux semblant démocratique. Et que le vote, quand ils vont voter ce que le cerveau a été, on leur a imposé. Macron a été élu en quelques mois, mais été élu quoi? Il a été mis là par celles et ceux qui ont la capacité de conditionner l'esprit des gens. De toute façon, à l'intérieur des politiques qui se présentent aux élections, ils sont tous plus ou moins des serviteurs de la gouvernance capitalistique. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, on a Moderna, nouveau milliardaire, qui arrive dans la cour des milliardaires, quand vous pensez que vous avez effectivement 100 personnes en France qui ont une valeur
budgétaire équivalente au budget de la France, quand vous avez 95% de la richesse mondiale qui est détenue par 5000 personnes, 5% de la population encore, les personnes les plus riches peuvent effectivement être considérées une centaine de milliers. Voulez-vous que ce gens-là ne s'occupe pas de trouver les hommes, les bonnes politiques qui soient des bons serviteurs à l'intérieur des États? L'Europe était nécessaire. Pourquoi? Pour permettre aux big pharma, aux big data, aux big tout court, aux grandes sociétés capitalistiques multinationales de pouvoir exercer leur commerce sans barrière douanière, sans barrière économique et en proliférant comme ils ont pu le faire. Vous n'avez pas vu aujourd'hui une disposition fiscale dans les pays d'Europe pour aller faire un peu de fric et faire payer un peu les GAFA et les grands bigs, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'ils gagnent du pognon. Alors vous avez un sketch, oui, on va les taxer. Et puis à la fin, c'est dit, puis bon, je suis pas pessimiste. Je parle comme ça pour que les gens comprennent que effectivement nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis pas un anticapitaliste, mais moi je dis que le capitalisme à l'intérieur d'un État fait la richesse de son État. Le capitalisme des multinationales ne fait aucune richesse. Le capitalisme des multinationales vient puiser la richesse des pays et il vient l'importer ou l'exporter où ils sont bien heureux de l'avoir. Donc c'est pour cette raison aujourd'hui que les peuples s'appauvrissent de plus en plus, qu'on a détruit le tissu industriel, parce qu'effectivement on a voulu créer une tertiarisation qui était très utile en termes de gouvernance mondiale. Parce que quand vous ne produisez plus, quand vous n'avez plus l'autonomie industrielle, vous n'êtes plus autonome sur le plan économique. Quand vous êtes dans la tertiarisation, vous êtes dépendant de ceux qui ont la production des biens premiers et ceux qui effectivement détiennent le pouvoir. Vous avez l'air de dire, et je vous suis tout à fait, au moins aujourd'hui ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair et sur la question des libertés fondamentales dont je vous parlais, c'est pas tellement, et sur la question supranationale, c'est pas tellement pour saisir effectivement la CEDH. On se doute bien que si elle avait voulu faire quelque chose depuis un an, elle l'aurait fait. Euh, quand je vous parlais de l'aspect supranational, c'est justement en vous montrant, vous avez quand même la foi que votre combat juridique, même si effectivement il faut toujours un tiers qui garantisse le droit que l'on demande de respecter, vous avez quand même une certaine foi, un certain espoir que vos combats juridiques à l'échelle française portent leurs fruits, puisque d'ailleurs ils portent effectivement leurs fruits. Ce que je voulais vous demander sur l'aspect supranational, c'est étant donné on voit bien que les problématiques sont les mêmes dans ces pays occidentaux, et on voit bien que des décisions surviennent. Il y a une décision que vous avez citée d'ailleurs dans votre plainte de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. On a beaucoup de décisions quand même à l'échelle européenne. Est-ce que une union même si les avocats, comme vous dites, peu d'avocats se sont réveillés et peu d'avocats font leur travail de défense de ces libertés, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une possibilité d'unir ces forces à l'échelle européenne, sans nécessairement faire des recours européens, mais unir ces forces à l'échelle européenne pour renforcer le combat, puisqu'on peut très bien, on pourrait très bien, juridiquement, c'est pas vraiment possible, mais on pourrait presque invoquer une décision du tribunal administratif italien devant une juridiction française, tellement la situation est similaire. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, ce que vous dites, mais je le partage à 100%. Le gros problème, regardez par exemple, moi je ne suis pas l'avocat du professeur Raoult, mais la chose qui m'a profondément choqué, c'est que vous avez des avocats de renom qui assistent le professeur Raoult. Le Conseil d'État italien déclare l'hydroxychloroquine comme un produit associé à la zithromycine, un produit qui effectivement participe aux soins de la Covid-19, une décision motivée, sérieuse, rendue sur la base d'un rapport établi par des experts qui sont intervenus avec une bataille judiciaire et sanitaire et médicale importante, et vous n'avez pas vu l'avocat ou les avocats de Raoult aller saisir le tribunal, le Conseil d'État français pour dire autorité relative de la chose jugée en Italie, pour quelle raison vous, ici, je me retrouve à être emmerdé par l'État français avec tout ce qui se passe pour la chloroquine, alors que regardez en Italie. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait et ils ne le font pas. Parce que d'abord, il y a un déficit de connaissances comparatives.
parce qu'effectivement, beaucoup d'avocats sont franco-français, italo-italiens, etc., et que cette approche du ce qu'on appelle un ordre juridique européen, un ordre juridique européen qui peut être utilisé par nous pour nous battre, on le fait rarement. Moi, j'utilise les décisions des autres pays parce que je parle plusieurs langues, parce que j'ai toujours une approche extrêmement ouverte, parce que je considère que j'étais citoyen du monde, mais j'étais un des premiers à utiliser des décisions rendues dans d'autres pays pour corroborer telle ou telle position, parce que j'ai fait pas mal de DIP, parce que j'ai eu pas mal d'affaires internationales, et donc, de ce fait, j'avais ce réflexe. Mais sinon, vous savez, même l'utilisation de la Cour européenne, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en Italie est très tardive. Moi, j'ai discuté avec des confrères qui me regardaient très. Pourquoi? Parce qu'en Italie, on a le recours constitutionnel pour voie d'exception. Donc, automatiquement, on a toujours fait, du fait que nous avons plus une constitution politique, beaucoup de principes de la Cour européenne étaient contenus dans la Constitution, donc on utilisait plutôt l'exception d'inconstitutionnalité, alors que nous, en France, nous n'avions pas l'exception de constitutionnalité, donc on utilisait effectivement les principes de la Cour européenne pour tenter de faire sauter des lois internes compte tenu de l'article 55 de la Constitution. Donc voilà, c'est un discours un peu technique, mais ça permet de faire comprendre qu'effectivement on peut. Le problème, c'est que aujourd'hui, avec l'empêchement au déplacement, avec aujourd'hui cette volonté de nous casser, il n'est pas facile. Et vous savez, les Zooms, c'est bien, mais moi, je vais voir les gens. Là, je pars samedi, je vais à Rennes. Dimanche, je serai à Quimperlé. Quand vous discutez avec les gens, quand vous regardez, quand vous parlez avec un confrère, quand vous faites une réunion, eh bien, moi, je donne ma disponibilité parce que même quand on peut, pour motif professionnel, les gens s'empêchent de le faire parce que on est tellement maintenant habitué à discuter par Zoom, par écran interposé, qu'on se pose même plus la question, qu'on a le droit de bouger et de se rencontrer et tactique, et que au niveau tactile, nous puissions travailler. Donc, tout ceci est quelque chose de compliqué et de complexe. Ce n'est pas facile de réunir. Il y a la langue, il y a la langue italienne, la langue espagnole, l'allemand. Ce n'est pas facile. Moi, aujourd'hui, je vous dis simplement une chose avec grand amitié. J'espère effectivement qu'il y ait un consensus, que cette Europe-là n'est pas notre Europe, que cette Europe-là, c'est l'Europe du grand capitalisme et qu'il faut sortir de l'Europe et retrouver nos États avant peut-être de reconstituer une Europe des peuples. Mais aujourd'hui, les peuples ne pourront pas réussir à modifier l'Europe parce qu'aujourd'hui, le côté tentaculaire du capitalisme et la manière dont elle est construite, les peuples ne pourront pas changer. Sauf s'il y avait une révolution de 200 millions d'Européens qui vont faire la marche sur Bruxelles et la marche sur Strasbourg. Mais je pense que c'est déjà difficile d'avoir aujourd'hui 10 000 personnes dans une place parisienne. Je vois du mal d'avoir 200 millions qui auront le courage de faire sauter l'Europe par une vraie révolution de terrain. On est d'accord. On vous remercie beaucoup, Maître Brouza. Ça a été très clair et j'espère que nos téléspectateurs auront les réponses à leurs questions. Je voulais vous dire que s'ils veulent se constituer partie civile sur la plainte vaccin et sur la plainte masque et sur la plainte remdesivir, peuvent le faire. Encore aujourd'hui, il n'y a aucun problème parce qu'on peut se constituer partie civile à tout moment. Il suffit d'aller sur le site de Réaction 19, devenir adhérent et ensuite remplir le formulaire et nous faisons le nécessaire pour que chacun soit partie civile. Et il y a tous les jours, nous recevons encore des parties civiles. Nous sommes à plus de 6000 personnes pour la plainte des masques, 6250 plus exactement, et nous sommes à 12 000, presque 13 000 concernant la plainte relative au vaccin. Donc, il y a encore aujourd'hui des gens qui réfléchissent avec leur tête. Ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui l'État a réussi à détruire le cerveau de tous les Français, de tous les Italiens et de tous les Espagnols. Absolument. On garde espoir. On remettra le lien de votre site, du site de votre association en bas de la vidéo. Réaction19.fr. Vous pouvez retrouver non seulement les modèles de contestation des contraventions, vous pouvez également retrouver les plaintes qui ont été déposées et qui sont extrêmement intéressantes. Je invite tout le monde à les lire. Et je remercie à nouveau Maître Brouza, cher confrère, pour votre temps et vos explications. Et j'espère à très bientôt.
Merci encore, c'était un grand plaisir et c'était un plaisir d'être interviewé par un confrère parce que la qualité de vos questions était à la hauteur de votre compétence. Merci, confrère. À très bientôt. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt.